Bienvenue sur la chaîne des Red Flagueuses, le podcast qui vous aide à comprendre les situations et les systèmes toxiques et à essayer de les éviter à la lumière du féminisme et des expériences des invités et de votre hôte. Bonne écoute! When it's cloudy, I don't see you. When it's dark, I lose your spark. And I don't have another moment when you're not around. I know you're my ray of light. Somehow I have lost your sight. I have got mysterious ways to bring you back into my life. And I'm gonna make you mine. I'm gonna make you Bienvenue mine. dans ce petit épisode d'été des Red Flagueuses. Je ne vais pas trop monter cet épisode, je vais me laisser un peu guider par le flow. Je voulais vous offrir, vous proposer un épisode tranquille, plus court, qui retrace un peu le fil de mes idées sur certains sujets que je travaille parfois dans mon job au quotidien ou qui me passent par la tête en tant qu'individu. Alors la thématique du jour, je ne vais pas être super originale par rapport aux sujets qui sont traités dans les émissions de radio et les podcasts, c'est l'amour. Alors l'amour, c'est un sujet central pour un maximum de gens autour de nous et pour nous-mêmes. Mais ici, j'ai une petite ritournelle qui me trotte dans la tête que j'ai déjà citée plusieurs fois dans d'autres épisodes des Red Flagueuses. C'est si j'avais su tout ce que je sais aujourd'hui en tant que féministe, ma vie amoureuse n'aurait pas été la même. Je me suis dit que j'avais envie de vous confier mes réflexions plus personnelles par rapport au parcours qui a été le mien. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, j'ai 46 ans. Ah, ça y est, je me vieillis déjà. J'ai 46 ans, je suis mère d'un petit garçon de presque 12 ans et j'ai eu plusieurs couples dans mon existence et j'ai pas mal crapahuté, pour reprendre encore une expression ancienne qui me sera rappelée par mon enfant, en termes de relations amoureuses. C'est compliqué de savoir exactement ce que les gens pensent de nous et parfois mieux vaut pas le savoir, mais toujours est-il que je me considère comme une middle girl, c'est-à-dire que je n'ai jamais joui de privilèges liés à la beauté de manière outrancière, mais je ne peux pas dire que j'ai dû me battre contre des handicaps graves ou une façon de m'habiller ou une façon d'être qui a provoqué du harcèlement tout au long de ma vie. Maintenant, clairement, je suis une geek avec un côté nerd sur les bords. J'ai toujours aimé m'habiller de manière un petit peu différente avec des périodes plus ou moins fastes dans ma vie. Mais voilà, c'est pour vous situer que je ne suis ni une rebelle absolue, même si j'ai participé à beaucoup de mouvements étudiants, mais que j'ai toujours eu cette sensation de ne pas être à fond. C'est-à-dire, je ne suis pas devenue la musicienne que j'espérais, je n'ai pas été une figure politique dès mes 18 ans dans les mouvements étudiants, je ne suis pas la reine du bal, j'ai mené mon chemin parmi nous toutes et nous tous de manière assez équilibrée, globalement, je dirais, avec des moments plus difficiles que d'autres. Ça me paraît important de fixer comment moi je me perçois et comment je pense que les autres me perçoivent pour que vous compreniez aussi pourquoi mes réflexions m'ont amené aujourd'hui à partager certaines choses avec vous. Alors maintenant, mes réflexions par rapport à l'amour, elles viennent aussi d'une certaine nostalgie de ma jeunesse. Quand on passe la barre des 40 ans, mais encore plus pour moi celle des 45 ans, il y a toute une série d'événements de la vie qu'on voit de manière différente, particulièrement en plus si on suit une thérapie, ce qui est mon cas. Et parfois, j'ai ce rêve de pouvoir prendre la DeLorean, de pouvoir aller me faire un gros câlin dans le passé, mais surtout une petite tape sur l'épaule en me disant « Attention, il y a toute une série de choses auxquelles tu dois faire attention qui vont te piéger. » Peut-être que tu ne pourras pas y résister, mais au moins, je peux te dire que là, maintenant, en 2025, beaucoup de femmes qui vont, comme toi, à un moment donné, mettre le doigt dans le pot de confiture, savent qu'il ne fallait pas le faire. Mais elles le font parce que, il y a plein de raisons qui font que parfois, on a quand même besoin d'aller jusqu'au bout de certaines choses. Mais à ton âge, je sais, en 2000, oui, parce que j'ai 20 ans en 2000, plus ou moins, je sais qu'en 2000, il n'y avait pas de mention danger sur ce pot de confiture. Et voilà, je te passe l'info, je te passe le tips. Et peut-être ce que je raconte aujourd'hui vous incitera, si vous avez des enfants, à
expliquer peut-être certains red flags, puisque c'est quand même le cœur des red flagueuses, à nos jeunes, aux enfants. Peut-être nous écouteront-ils et elles ou pas, mais en tout cas, on aura essayé de les prévenir. Je pense que ma mère et plein de femmes autour de moi m'ont prévenu de certaines choses, mais disons qu'on a maintenant un vocabulaire spécifique et des exemples qui nous permettent peut-être d'être plus convaincantes. Alors, première étape, je voulais vous partager une petite révélation que j'ai eue cette semaine, c'est le chagrin d'amour. J'ai commencé mes premiers pas dans le monde des relations amoureuses hétérosexuelles de manière assez triste. Pendant 1 an, j'ai tourné autour et on m'a tourné autour, et il se fait qu'à un moment donné, l'événement a eu lieu, cette première fois qui est fortement demandée de vivre avant un certain âge par l'ensemble des adolescents et la société qui nous entoure, ce qui est déjà extrêmement problématique. Mais à un moment donné, voilà, de manière assez confortable, j'ai embrassé pour la première fois un garçon. Et dans ma tête, ça allait être un super feu d'artifice, une révélation. Et ça a été un flop complet. Et je me rends bien compte aujourd'hui que ce n'est pas de la responsabilité de la personne qui était en face de moi, en tout cas pas à ce moment-là. Je n'étais pas prête. Et je me suis forcée. L'illusion du confort, l'illusion du fait que les choses ont évolué de manière naturelle, avec des grands guillemets, c'était un leurre. En fait, j'avais cette pression sociale au-dessus de ma tête qui me disait « il faut que tu aies un petit copain ». Parce qu'il faut savoir que la Marie-Lise de 15 ans, elle n'a pas de pulsion sexuelle. J'en ai extrêmement peu. Je m'en fous en fait. Je ne suis pas prête. Moi, mon univers, il est fait de chevaliers Jedi. J'ai rangé mes Barbies à peine 2 ans avant. Je dois m'en sortir avec de l'acné et je pense qu'à ce moment-là, mon appareil dentaire a été retiré. Mais je ne suis pas du tout connectée à cet univers de la sexualité et même de l'affectivité amoureuse. Je ne suis absolument pas prête, mais il faut passer par là. Quand je remonte un peu plus dans le passé, j'ai eu une première expérience compliquée avec ça. C'est mon meilleur ami d'enfance avec qui je grandis depuis l'âge de 6 ans, qui du jour au lendemain, lui a visiblement une montée d'hormones et qui ne va plus m'identifier comme étant son ami de jeu, mais comme un potentiel moyen d'avoir du plaisir sexuel. Ce que je vais refuser net, parce que je suis encore moins prête à 12 ans. Mais surtout, je vais avoir un énorme chagrin amical parce que je sais que je perds mon ami. Nos chemins vont complètement se séparer et maintenant, quand nous nous croisons dans le quartier de mes parents, c'est un salut de loin. Ce ne sera pas quelqu'un que je retrouverai par la suite lorsque cette période troublée de l'ébullition hormonale sera passée. Non, jamais. C'est pas extrêmement grave, mais je sens déjà qu'il y a de la pression. Lui me met la pression, avec évidemment ces mots d'enfant adolescent. Et puis l'école où on te dit « Ah, t'as toujours pas de petit copain, il faut absolument perdre sa fameuse virginité », un autre mythe qu'on nous a asséné pendant des générations. Je fais une petite aparté. En termes d'éducation sexuelle et affective, il faut savoir que tout contact d'organes génitaux, de la bouche, des mains dans un cadre sexuel est un rapport sexuel. Donc la pénétration, qui est vue comme étant l'ultime étape à passer, en tout cas pour chez les filles et probablement chez les garçons, est un leurre. À partir du moment où on a un petit copain et qu'on s'embrasse, qu'on se touche, qu'on a les premiers émois, pour reprendre le terme aussi qui n'est pas toujours très clair comme terme, on est dans un cadre de sexualité. Et c'est pour ça que parfois, des agressions sexuelles, des attouchements ne sont pas identifiés comme étant des agressions parce que ce n'est pas la fameuse pénétration. Donc, voilà, je tenais juste à rappeler ce fait qui est quand même extrêmement important et qu'il y a plein de personnes sur la Terre qui n'auront jamais de pénétration, qui ne vivront jamais de pénétration ou qui n'en auront que très peu et qui ont quand même une vie sexuelle
Voilà, je tiens à le préciser aussi que tout ne tourne pas autour de ce moment-là, de cette activité-là sexuelle. Je reviens à cette situation de mes 15 ans, dans cette chambre où j'embrasse mon premier petit ami, au demeurant un garçon fort gentil, qui me plaisait bien. Je me rends compte que j'ai mis le doigt dans un engrenage qui ne m'arrange pas du tout. Et je vais vivre les quelques semaines de notre relation avec une boule au ventre absolument insupportable. C'est insupportable, d'ailleurs je ne mange plus, c'est un phénomène qui arrive souvent chez moi quand je ne vais pas bien. Soit je fais de l'hyperphagie, soit je ne bouffe plus. Hashtag toutes mes camarades féminines qui connaissent ces troubles du comportement alimentaire. Et je finis par craquer auprès de mes parents en disant que en fait, je ne suis pas prête. Je ne veux pas avoir de petits copains. Donc, ce n'était pas l'idée que c'était lui que je ne voulais pas, même si par la suite, je me rends compte qu'il a beaucoup changé lui-même dans le cadre de la relation amoureuse en étant beaucoup plus silencieux, en suivant et en me demandant de prendre le lead finalement, alors que j'avais l'impression d'avoir quelqu'un d'égal à égal avant qu'on devienne, qu'on forme un couple. Et je prends le téléphone et je vais le larguer par téléphone en ayant envie de gerber et en étant extrêmement mal. Parce que s'il y a bien autre chose aussi que je découvre à ce moment-là, c'est la responsabilité que l'on a quand on a entre les mains le cœur, l'esprit de quelqu'un d'autre. C'est une chose qui va être difficile à gérer pour moi. Parce que je sais ce que c'est que d'être de l'autre côté de la barrière, vu que je ne suis pas quelqu'un qui est, on va dire, poursuivi à l'école par une meute de mecs en chaleur et que finalement il suffit de me retourner et j'ai un remplaçant à disposition. D'abord, c'est pas dans ma manière de fonctionner, mais comme j'ai un côté, je vous le disais, geek, intello, très militante déjà, je n'attire pas les foules dans la région dans laquelle je vis. Et ça, non, souvent d'ailleurs on m'a dit durant mon adolescence et ma vingtaine que j'étais trop intelligente que pour avoir un copain, que j'avais trop de personnalité. Alors j'ai une grande babeille, ça c'est sûr, j'ai de la personnalité c'est certain, mais c'est d'une violence sans nom de nouveau d'aller dire à quelqu'un que ce qu'il ou elle est un obstacle à l'amour parce qu'en fait ça dérange l'ego des personnes qui sont en face. Moi je peux bien vous dire qu'à l'heure actuelle, je dirais à la petite Marie-Lise, dis-leur bien d'aller se faire foutre. Hein ? Et puis après cet épisode-là, je vais rester plusieurs années seule parce que c'est pas confortable pour moi. Ça m'a un peu traumatisée à la fois de me lancer dans quelque chose, une chose pour laquelle je ne suis pas prête, et de faire de la peine de manière violente à quelqu'un. Parce que visiblement, je le saurais par personne interposée que ce que j'ai posé comme acte a profondément ébranlé la personne. Et il se fait qu'il y a quelques semaines, quelqu'un m'a dit la même chose, qu'il avait été ébranlé par ce chagrin d'amour, ce refus d'amour, cet abandon, qui est bien légitime de la part de la personne qui part, parce que rester avec quelqu'un alors qu'on ne l'aime pas, on est tous et toutes d'accord a priori que c'est peut-être pas une bonne idée, voire pas du tout, mais en même temps il faut supporter la charge émotionnelle de cet événement. Et quand on a tendance à ne pas prendre les relations humaines par-dessus la jambe, je pense que ça responsabilise très fort et ça peut aussi soi-même faire peur parce que le chagrin que j'ai provoqué, je savais que probablement j'allais y passer. La responsabilité du chagrin, c'est quelque chose qui reste chez moi important et que j'ai tendance aussi autour de moi, lorsqu'on me parle des chagrins d'amour, notamment des ados, à dire c'est des moments fondamentaux et c'est très important qu'on en discute avec eux et avec elles pour qu'on puisse trouver des moyens de les soutenir, mais aussi de leur donner des tips pour éviter de se lancer dans des relations sans avoir conscience de l'impact qu'on peut avoir sur l'autre. Alors peut-être que certaines personnes vous diront que c'est très moralisateur comme podcast parce que bon, finalement, quand on est jeune, on a besoin de profiter de la vie, on a besoin de lâcher prise et que parfois, on a fait des dégâts et bon, c'est pas très grave. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que le respect des personnes dans le sens de leur intégrité humaine, ça s'apprend dès le début et que oui, on peut faire des bêtises et que oui, on peut prendre des décisions de merde, mais à un moment donné, il faut avoir quand même
l'honnêteté et l'humilité de reconnaître qu'on s'est planté, même à 14, 15, 16, 17, 18, 19 ans, parce que voilà, on a des êtres humains en face de nous. Les histoires sont complexes, ça, je ne dis pas du tout le contraire. Et évidemment, je vous parle tout ça dans un cadre où il n'y a pas de violence entre partenaires au sens, on va dire, spécifique du terme. Alors, deuxième réflexion, je prends mon petit papier parce que je me suis fait une anti-sèche. Oui, une autre chose que j'aurais voulu pouvoir me signaler plus tard dans ma vie amoureuse, là on arrive dans ma vingtaine, je suis à l'UNIF, j'ai une sexualité, qui est hétéronormée, voilà, je suis une personne cis et hétéro, et je vais confondre dans ma jeunesse, jusqu'à un certain âge, la découverte de ma sexualité et l'amour. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que à l'époque, en 2000, quand vous êtes une femme, je vais parler au présent, le fait d'avoir plusieurs partenaires sexuels et de vouloir tester des choses alternatives, on va dire, par rapport à la norme sociale, c'est extrêmement mal vu. Ça l'est toujours, mais une partie d'entre nous ont décidé d'en avoir rien à foutre. À l'époque, je sais très bien que, comme je suis une middle girl, que j'ai une middle life que j'aime beaucoup, avec des moments extraordinaires, la réputation fait partie des moyens qu'on a de socialiser, et que je vois bien que les filles autour de moi qui décident finalement d'avoir plusieurs partenaires en même temps, de batifoler, ou même d'avoir des activités dans des endroits un peu plus interlopes, comme les milieux fétichistes ou autres, sont extrêmement mal perçues. Et moi, je suis le cul entre deux chaises, parce qu'au fond de moi, je sais qu'elles ont raison et que je n'ai en aucun cas le droit de les juger. Mais je vais probablement, même si mes souvenirs ne sont pas très clairs à ce niveau-là, peut-être que des personnes du passé pourraient me dire « Si, moi je me souviens bien que tu étais méchante ce jour-là », mais je sais que je vais aussi avoir cette tentation de les critiquer en disant « Ouais, vous avez raison, franchement, c'est exagéré, etc. » pour bien me faire voir, soit parce que je suis de nouveau la schtroumpfette dans un groupe de mecs, situation qui a été régulière dans ma jeunesse, ou soit parce que je pense fondamentalement que son comportement n'est pas safe, et au lieu de juste la prévenir que j'ai des inquiétudes pour elle, plutôt critiquer. Alors, comme dirait mon homme... Dire qu'on ne juge pas et qu'on ne critique pas, c'est faux. On a toujours un jugement par rapport au comportement des autres. C'est bien normal, ça s'appelle l'esprit critique, ça s'appelle aussi les pensées. On ne peut pas arrêter son cerveau de fonctionner. Maintenant, il y a une nuance entre garder ses pensées pour soi et s'auto-réguler en se disant là, peut-être que je suis en train de partir en roue libre, et diffuser des informations négatives sur les gens, ou même carrément les discriminer en leur posant des soucis au quotidien. Tout ça pour dire que j'ai, à un moment donné, eu au fond de moi un désir profond de tester plein de choses, et que je m'en suis empêchée, non seulement de moi-même, mais aussi parce que j'étais dans le cadre d'un couple. Et que à chaque fois qu'un de mes couples s'est arrêté, j'ai cherché à refaire couple avec quelqu'un d'autre de manière relativement durable pour me permettre d'avoir une vie sexuelle. Donc c'est un peu penser à l'envers pour moi. Si je cherche un partenaire de vie, pour moi, c'est pour construire un projet. Donc un partenaire de vie au sens, j'ai envie de vivre avec cette personne régulièrement, je suis moi quelqu'un d'exclusif. Donc c'est vraiment le partenaire avec lequel je vais construire une famille, une relation à long terme, des investissements immobiliers, etc. Sauf que je pouvais aussi, et je ne m'en rendais pas compte à l'époque, ou en tout cas je
regardais pas les choses de manière claire, me dire je peux rester célibataire et aller voir là où il y a des gens sympas, toujours évidemment dans le respect et le consentement de tout le monde, sans pour autant devoir m'embourber dans une relation amoureuse. Mais pouvoir s'autoriser à penser sa sexualité de manière personnelle, de manière individuelle, et ne pas se sentir obligé de s'investir dans une relation amoureuse, en tout cas amoureuse durable, exclusive, etc., parce qu'on a peur d'être d'abord perçu comme une salope, ce qui maintenant ne me ferait ni chaud ni froid, mais à l'époque me posait évidemment certains problèmes, aurait été très libérateur. Et parfois, quand je fais le bilan, je me dis que je suis parfois passée à côté de certaines choses parce que je voulais à la fois rentrer dans les cases et ne pas me sentir seule, parce qu'il y a ça aussi. Walk a thinner line of fuse and spark. We could blow it any time with love and scars. We're both carrying baggage. We've both got fire in our veins. Will we dance in the wreckage, or will we dig our grave? I ain't gonna be your good Prince Charming, knight in shining white. I ain't gonna be your little darling, no baby, I'm gonna be your dynamite. I'm gonna be your dynamite. Fragile like a flower, more like a bomb. You don't seem to fear that power. I've loved it all along. We both walked through the fire. We both grew bold in the flames. Now we could dance in the embers, or we could seal our fate. Oh, you ain't gonna be my good Là, oui, ça c'est un gros sujet que je vais traiter dans la saison 3 des Red Flagueuses, c'est le rapport au corps et la sororité. C'est deux sujets qui sont liés, mais je vais quand même tenter de faire deux types d'épisodes. Excusez-moi, je bois un petit coup de thé. Je ne sais pas si vous avez pris un petit ou un petit café ou des biscuits. Ouais, je sais ce que j'ai fait. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, je parlais de la saison 3 des Red Flagueuses, et donc il y a vraiment un phénomène, moi, qui m'a beaucoup éclairée dans le vocabulaire féministe, dans l'analyse aussi sociale, notamment là, j'ai fait une petite référence universitaire de quelqu'un dont j'ai eu extrêmement difficile à lire les livres, Bourdieu, mais sur la reproduction sociale, mais aussi sur la question de la hiérarchie des femmes dans la société. Dès l'adolescence, même dès l'enfance, on nous forme à repérer celles qui seront les élues et celles qui vont devoir ramer. Je pense que chez les garçons, il y a la même hiérarchie, sauf que cette pyramide, elle s'inverse avec l'âge. Je m'explique, quand on est ado, qu'on soit fille ou garçon, on sait très bien que les gens qui vont échapper à toute une série de phénomènes comme l'acné, les bourrelets, la petite taille, ou être un grand échalas, le fait de ne pas être musclé, d'être mince, de ne pas avoir de bidou, de ne pas avoir de cellulite, etc., va permettre un classement. On va avoir une sorte de permis à points qui va faire qu'on est plus ou moins éligible comme étant la bonne meuf de l'école. Pendant des années, j'ai perçu de manière assez négative les filles qui avaient usé et abusé de ce système pour nous faire du mal dans notre scolarité. Des bitches, j'en ai croisé quelques-unes dans le secondaire et en primaire. Primaire moins, mais en secondaire, ça c'est sûr.
Je ne sais pas ce qu'elles deviennent, mais en tout cas, je garde pas ces femmes dans mon cœur parce que celles-là, elles utilisaient, selon moi, cette hiérarchie pour pouvoir écraser encore plus les autres. Mais il y avait un autre groupe, c'est-à-dire des filles qui étaient élues par les garçons comme étant, et par certaines autres filles comme étant les top biches, mais qu'on voyait beaucoup moins à l'aise avec ce système et qui, si elles en ont joui à certains moments, on a aussi payé le prix, c'est-à-dire de la détestation de la part des autres femmes et de l'objectification de la part des hommes. Évidemment, de nouveau, tout ça est complexe. On peut très bien avoir vécu ça 3 ans adolescente et puis plus jamais, ou avoir vécu ça plus tard, dans la quarantaine ou la trentaine, ou même la soixantaine. Tout dépend aussi du milieu socio-économique dans lequel on est. Il est très possible que certaines de ces bitches que j'ai détestées adolescentes aient elles-mêmes connu des parcours de vie qui les ont fait réfléchir sur cette position de domination qu'on leur avait offert sur un plateau, mais qui avait des conséquences négatives. Et pour moi, une des clés fondamentales du bien-être des filles, notamment, c'est de refuser cette hiérarchie. Je me dis, si dans une école, dans un groupe social, un quartier, un groupe de potes, on pouvait démonter cette mécanique qui se met en place, ce serait vraiment formidable parce que je pense que ça apporterait un bien-être psychique et physique à tout le monde, à tous les étages, à tous les âges de la vie, et ce serait vraiment génial. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez plus ou moins le même âge que moi, et si ce sont des phénomènes que les personnes plus jeunes connaissent ou les personnes plus âgées ont connu, ou connaissent encore, c'est la sensation, vous êtes dans une petite fête, vous êtes 2 meufs, il y a 8 mecs, arrive une autre fille plus mince, plus jolie, plus sexy, plus disponible aussi. Ça peut être des i ou des ou entre chaque terme. Et vous sentez que la mécanique relationnelle avec le groupe social n'est plus la même. En tout cas, dans certains groupes. J'imagine que dans des groupes où les amitiés sont plus solides et basées sur des valeurs plus d'ouverture, d'humanisme, bon, c'est un petit peu différent. Mais moi, le nombre de fois où j'ai senti que l'arrivée d'une fille plus jolie que moi, qui rentrait dans les cases plus que moi, ou qui était plus délurée que moi, changeait les rapports avec notamment les hommes autour de moi. Et ça, j'ai trouvé ça toujours insupportable. Parce que je me sentais complètement trahie. Probablement parce que mon statut de femme, donc d'être sexuée, une fois que je suis à l'aise avec un groupe, et notamment avec des mecs, puisque je partage quand même depuis toujours des goûts très communs avec la gente masculine, notamment en termes de cinéma, de musique, etc., j'avais le sentiment qu'on me ramenait à ma situation d'être sexuée et qu'on n'était plus dans des rapports d'égalité, mais des rapports de... je cherche le terme... pas d'amour, mais des rapports de... Ah, ça m'énerve. Petit cerveau fatigué de fin d'année. Nous sommes 2 jours avant mes vacances. Des rapports de drague. Enfin, le terme va me revenir. Mais vous voyez, on n'est plus dans un rapport mano à mano ou en groupe où on se dit « Ouais, moi j'aime bien tel groupe, moi j'aime bien ça, etc. » Il y a probablement toujours un fond de relation hétéronormée malgré tout, mais il était relativement endormi. J'étais avec mes amis ou des gens que je rencontrais pour parler de passions qui nous étaient communes et soudainement, le game change. Et je pense que c'est des situations que vous avez déjà probablement connues, que vous soyez l'objet du désir ou l'objet désirant ou l'objet pas du tout désirant ni désiré, mais qui vogue comme ça dans une espèce de nouveau système galactique où les choses ont changé soudainement. Je voudrais pouvoir avoir, et je ne sais pas si c'est possible et si c'est trop... c'est donner trop d'instructions aux êtres humains, finalement donner un cadre qui est beaucoup... moins confortable, on se sent moins libre, mais je voudrais pouvoir trouver un moyen qu'on sache quand on peut finalement basculer d'un univers à un autre pour que tout le monde soit à l'aise.
Voilà. Et je sais pas, j'ai pas de réponse par rapport à ça. Et moi, je suis pas tout à fait certaine que si on me dit oui, mais Marie-Lise, là, franchement, en essayant de trop cadrer les relations amoureuses, ou en tout cas la drague, est-ce qu'on n'est pas en train de tomber dans un discours hyper contrôlant qui retire de la liberté, etc. Ben, en fait, je vais vous poser la question, de qui on va retirer la liberté ? Voilà, c'est ce genre de situation où je me dis, la hiérarchie des corps dans l'espace public, c'est vraiment quelque chose qui me pose problème. Je vous renvoie vers le livre 10 manières d'être moins con, dont évidemment j'ai oublié le nom d'auteur qui est une grande spécialité chez moi, mais je vous le mettrai en barre d'infos, qui aborde cette question justement du fait que beaucoup, notamment d'hommes hétéros, et probablement homo aussi, quand ils rentrent dans des espaces où il y a des femmes, ils vont hiérarchiser de la plus désirable à la moins désirable. Moi, c'est pas. Ça pouvait m'arriver de le faire aussi. On va pas non plus être hypocrite. Mais très vite, je me suis rendu compte que c'était un leurre déjà, parce qu'il y avait des mecs que je pouvais considérer comme étant entre guillemets moins beaux, qui étaient beaucoup plus intéressants et qui à terme se sont montrés beaucoup plus amicaux ou en tant que petits copains beaucoup plus. Je sais pas, doués sexuellement ou beaucoup plus fluides en termes de relations. Mais c'est des choses qu'on peut toutes et tous faire à certains moments. Et si on pouvait se vacciner par rapport à ça et être plutôt dans une... Alors, je ne sais pas si c'est de la neutralité, parce que je pense que ce n'est pas possible, mais dans une ouverture d'esprit, où cette hiérarchie des corps, elle n'est plus composée de grossophobie et de toutes les phobies qu'on peut avoir par rapport au physique des autres et dans cette notion de posséder des corps... qu'on va posséder comme des trophées en disant regardez, c'est moi qui me tape la bonne. Franchement, je pense que ça ferait du bien à tout le monde, qu'on ressemble à un mannequin ou qu'on ait 85 ans. Voilà. Alors, ma dernière réflexion, quand c'était... Oh ben non, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, j'ai fait le tour de mes petites réflexions du jour. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à m'écrire des longs mails, à m'appeler si vous avez mon numéro de téléphone, à me faire un vocal sur Messenger pour voir ce que vous pensez de tout ça. Mais c'est 3 conseils sur le fait de ne pas confondre, ou en tout cas d'essayer de vivre sa sexualité, ses découvertes sexuelles de manière beaucoup moins prisonnière du couple hétéro. Le fait d'avoir conscience que même à 14 ans, on a en face de nous des êtres humains et que briser des cœurs, ça peut faire des gros dégâts et qu'on ne prend pas ça par-dessus la jambe, a priori. Mais qu'il faut quand même être honnête, hein, je ne dis pas le contraire. Hein. C'est juste, voilà, un peu moins considérer les individus comme des produits, des Kleenex. Je vous renvoie vers toutes les analyses qui sont faites, notamment des applications de rencontres qui mettent en avant extrêmement fort cette... chosification des individus. Et enfin, envoyez bien à la merde la hiérarchie des corps. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, si c'est des choses que vous avez vécues, quelles sont vos réflexions. Dernière petite chose, si vous avez participé au podcast, vous serez automatiquement invité à participer aux épisodes de la saison 3. Et si vous avez très envie de participer, n'hésitez pas à envoyer un message. J'arrive, je vais vous répondre, mais voilà, j'ai eu beaucoup de taf. Au niveau professionnel, je vous ferai part aussi de tout ce qui se prépare pour la rentrée 2025, septembre 2025. Et dès que je peux, je reprends contact avec vous et on fixe soit une discussion au téléphone, soit carrément un rendez-vous si on se connaît déjà. Je vous embrasse. J'espère que vous passez un été relativement paisible. Free Gaza, free tous les pays qui subissent de la violence et des guerres en ce moment. Et si vous pouvez faire ne fût-ce qu'un petit don ou participer à une manif, n'hésitez pas. À bientôt. Ciao.